On a besoin de projets comme ça en Belgique. Et on va revenir maintenant 20 ans en arrière et je vais accueillir Henri Fichbonne à mes côtés pour faire un petit peu d'histoire de Mont-Saint-Guibert. Salut Henri, assieds-toi. On est chez nous. J'ai été bien sûr voir la commune très vite en disant écoutez, voilà quelles sont les possibilités qu'on a dessus. Le bourgmestre de l'époque, Jean-François Breuer, le papa de Julien, qui m'a reçu, il m'a dit écoutez, si vous prenez les 9 hectares, sachez que moi j'ai encore 6 hectares. Et si vous prenez les 6 hectares, il y a le chevalier Malvé qui va être enclavé, donc vous avez encore 3 hectares en plus. Donc, quand je suis sorti de la Réunion, j'ai dit à mes associés, écoutez, on parle plus de 9, on parle de 18 hectares. Bien joué. Oui. Bon, parce qu'à l'époque, Mont-Saint-Guibert souffre, je suppose, un petit peu du développement de Louvain-la-Neuve dont on parle. Cette nouvelle ville. Alors, il n'y avait rien à Mont-Saint-Guibert de développement économique, si ce n'est une ancienne brasserie qui périclitée, qui était sur la fin. Donc, c'était vraiment le moment de faire quelque chose à Mont-Saint-Guibert. J'ai bien sûr fait une étude de marché et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les environs. Et avec l'appui, je dirais, de toute la commune, et surtout de Jean-François, on a été de l'avant et on s'est dit, OK, on va commencer à construire. Oui, mais c'est un sacré visionnaire, parce que aujourd'hui, évidemment, Bruxelles est à l'agonie, Bruxelles est terriblement mal gérée, ne votez jamais écolo. Donc, évidemment, aujourd'hui, se développer en province, on voit comment se développe Waterloo, comment se développe Bruxelles. Voilà. Mais il y a 20 ans, il fallait vraiment être un visionnaire. C'est comme le gars qui a ouvert une vidéothèque en 82, je dis qu'il a fait en 92. Il y a un moment où il faut être visionnaire. On n'a pas dû croire en toi au début. Est-ce qu'on t'a pris? Au début, je ne cache pas que j'ai dû regarder sur la carte où était Mont-Saint-Guibert. Excuse-moi, Julien. Oui. Bon. Et il y avait un contrôle technique quand même. Oui. Donc ils ont très vite, je dirais, avec l'étude de marché qu'on a faite, avec, je dirais, des approches qu'on a eues, le contact que j'ai eu avec les gens de l'université, parce qu'eux voulaient qu'on rentre sous l'égide du débat scientifique et qu'on a refusé, bien entendu. Donc, en ayant connaissance de tout ça, on a décidé d'aller de l'avant et on a contacté plusieurs banques. Et au début, elles étaient excessivement frileuses parce que on est sur un champ de maïs, il n'y a rien dans les environs, rien de construit, aucune infrastructure. Je veux bien dire, entre les crédits qu'on a obtenus et les fonds propres, c'était pas du tout à notre avantage à l'époque. Après, ça a été de mieux en mieux et finalement, les banques nous ont fait confiance et je dirais, on est rentré dans une... Tu es un ingénieur entrepreneur. Oui. C'est pas courant, parce que, voilà, mais un ingénieur entrepreneur, on est en 2023. En 2001, quand tu es parti en disant, voilà, j'avais 9, on est passé à 18 hectares. Qu'est-ce que tu avais en tête et quelle est la grosse différence avec ce qu'il y a aujourd'hui? Alors, d'abord, ce qu'on avait en tête, c'était de faire un parc d'affaires. Et on a été, mes associés et moi, à Londres, voir qu'est-ce qui se faisait, pourquoi les parcs d'affaires londoniens, certains parcs d'affaires londoniens, marchaient bien. Et très vite, on a compris il y avait essentiellement 2 choses. D'une part, les services, beaucoup de services. Et à Londres, ça va encore beaucoup plus loin qu'ici. Ils ont du théâtre, ils ont le cinéma, ils ont même du golf. Bon, ce qu'on ne pouvait pas faire ici, quoi. Ensuite, organiser des events, des événements. Le fait d'organiser des événements met en contact les gens. Les gens se connaissent. Ben, s'ils se connaissent, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, finalement, pourquoi j'irais voir ailleurs alors que tu peux faire la même chose si tu es sur place? Donc, il y a du chiffre d'affaires qui est généré entre les entreprises. Le résultat de ça, c'est qu'ils augmentent le personnel. Et s'ils augmentent le personnel, ils ont besoin de plus de mètres carrés de bureau. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et voilà. Et ça... Ingénieur, entrepreneur, commerçant. Oui. Il y avait 3, hein. Il y avait 3 clés de succès. Ouais. Et en fait, on a eu quelque chose d'unique qu'on a toujours à l'Axis Park. On a plus de sociétés qui s'agrandissent que de nouvelles entreprises qui viennent.
Et ça, c'est dû au fait qu'on organise et les events et tous les services. Et je remercie d'ailleurs tous mes associés et tous ceux qui travaillent dans l'équipe voilà, pour c'est vrai la que gestion. il y a des restaurants, il y a tellement de services. Oui. Il y a quand même de guides pour les toutes petites boîtes qui veulent commencer tout petit jusqu'à des énormes. Et il y a une centaine d'événements par an, dont quand même 20 à 25 organisés par le B19. On est ravis. Tu as des anecdotes à nous raconter? Alors, j'ai 4 petites... 42, 3 minutes. Pas plus. 3 minutes. La première, en fait, il s'agit de notre premier locataire. En 2002, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai un restaurant italien et j'ai appris que vous allez faire un parc d'affaires à Mont-Saint-Libert. Je voudrais ouvrir un restaurant italien à... Je lui dis, écoutez, on n'a pas encore de plan, on n'a rien, c'est juste des champs. Non, je veux venir voir. Alors, effectivement, je suis venu en 2002 avec lui, c'était Gianni du Sapore del Sud, et on est arrivé au contrôle automobile, on a mis nos bottes pour entrer dans le champ de maïs. J'ai ouvert un plan, j'ai dit, écoutez, voilà, les bâtiments seront plus ou moins comme ça. Il a regardé autour, il a dit, ok, je prends. J'ai dit, vous prenez quoi? Je veux mon restaurant dans le premier bâtiment. Enfin. Et on a construit, les architectes qui sont ici, ont dessiné effectivement le bâtiment autour du restaurant. Et voilà. Il est toujours là. Et il est toujours là, et je crois qu'il ne regrette pas du tout. Mais il est dans son bâtiment original, toujours depuis le début. Oui. C'est vrai qu'il y a un des architectes qui est dans la salle, où est-ce qu'il est, l'architecte? Oui. Il est là. Voilà. C'est toujours très humble sur cette équipe. Moins de bruit que nous. Voilà. Bon, les gars, bravo, monsieur. C'est fantastique ce que vous avez fait. Deuxième anecdote. Donc, deuxième anecdote. Alors, on a construit les grands bâtiments, ce que j'appelle les bâtiments de 4000 mètres carrés, dans la rue Franqui. Et dans un des bâtiments de la rue Franqui, on avait quelques, je veux dire, grosses entreprises. Il y avait Eli Lilly, Abbott Laboratories, et il y avait l'ancien Glaverbel, AGC. Ils étaient tous les trois là, et bon, bien installés, sans problème. Et un jour, sans prévenir personne, la régie des eaux coupe l'eau dans tout le site. Donc la conduite principale, il était 5 heures ou 6 heures du soir. Je ne m'inquiète pas trop, je dis, OK, ils ont coupé l'eau, c'est le soir, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe à 9 heures du soir? L'équipe de nettoyage arrive dans ce fameux bâtiment où il y avait les 3 grosses sociétés, et puis ils commencent à ouvrir tous les robinets. L'eau est coupée, il n'y a pas d'eau. Ils montent à tous les étages, il n'y a pas d'eau. Et il y a quelqu'un qui a une bonne idée, si on peut dire, il ouvre la vanne incendie au dernier étage. Et il oublie de la fermer. À 4 heures du matin, la régie remet l'eau. 4 heures du matin. À 7 heures du matin, j'ai Jean-François Breuer qui m'appelle. Il dit, Henri, viens vite, parce que le bâtiment est sous eau. Effectivement, quand je suis arrivé, le faux plancher du rez-de-chaussée est flotté. Donc, les pompiers qui étaient là, ils ont dit évacuer le bâtiment, il n'y a plus personne qui rentre dans le bâtiment. Bon, OK, c'est comme ça, c'est comme ça. À 8h30, je reçois un coup de fil du patron d'AGC, fou furieux. Il me disait, ouais, c'est scandaleux. En fait, tout mon service achat-vente qui se trouve dans le bâtiment, tout est anéanti. J'ai plus aucun ordinateur en ordre de marche. Forcément, tout était Ah oui, ça. Oui. OK. Je dis, écoutez, on va faire le nécessaire pour que le plus vite possible vous rentriez dedans. On a introduit ça, bien sûr, aux assurances. 1,5 million de dégâts, quand même. Et voilà. Ils sont 3 semaines plus tard, tout le monde était rentré de nouveau dans le bâtiment. 3 semaines. 3 semaines. On a gazé. Pour, moi, je vous propose de mettre Henri Fichegaulle sur le projet de la gare de Mons. Du travailler. Ça pourrait peut-être nous faire gagner du temps. Ensuite, un mois plus tard, on me dit, il y a un problème à une des 2 chaudières du même bâtiment. Je dis, bon, c'est pas si grave, on en a 2, on est au mois de mai, il ne peut pas arriver grand-chose. Enfin bon, on commande une nouvelle chaudière. Un mois plus tard, toujours, AGC organise une réunion de tous les directeurs européens
tous les patrons, enfin tous les directeurs d'Europe AGC. Et il y avait la France, l'Espagne, l'Italie, enfin bon, tout le monde était là. Et le responsable de Cobelpro fait un peu du zèle. Et toutes les places de parking qui sont devant le bâtiment, il dégage, il met des poteaux, hein, AGC France, AGC ci, AGC ça, et bien sûr, devant l'entrée principale, AGC Belgique. Le type, il m'avait engueulé, donc il était devant. Le même jour, arrive avec une très grosse camionnette, la deuxième chaudière. Donc, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'y a pas le choix. Hein. Et c'est une 850 kilos. Hein. Et heureusement, on avait une grue tour, on construisait le bâtiment à côté, on avait une grue tour, et la grue tour, on prend la chaudière, hein, la soulève, hein, arrive à 30 mètres de hauteur. Il y a un morceau de la chaudière, il y a un pied qui se détache complètement, et qui vient écraser la voiture. C'est une blague, c'est énorme. Sur un million. Hein. Bon, alors je joue au loto, tu m'as été ce jour-là, j'étais aux abonnés absents. Okay. La troisième histoire, oui, on avait remis le prix aussi pour qu'ils aient un bâtiment à part. Mais moi, je sais, on n'a pas eu. Au moins de succès qu'avec le restaurant italien. Troisième anecdote. Alors, troisième anecdote, on a GSK hein, comme locataire et on discute avec eux depuis un certain temps pour essayer de finaliser. Et c'est Madame Delot, la fille du ministre, hein, qui s'occupe, en fait, qui est responsable de l'immobilier, et elle vient me voir dans mon bureau pour finaliser le contrat. J'ai mon chien qui est là, je dis, ça vous dérange? Non, non, j'aime bien les chiens, il n'y a pas de problème. Bon. Et pendant 1 heure, on discute, mais très sérieusement. Après 1 heure, on se met d'accord sur tout. Je lui tends la main. Elle dit, minute. Hein. Et elle regarde en dessous de la table et elle dit, do you agree, Mr. President? Et le chien fait comme ça avec la queue. Elle dit, maintenant, on peut signer. J'ai vu son père quelques jours après, je lui ai dit, votre fille, elle est du Allez, la quatrième histoire, c'était, vous avez vu, on a tous un garage Porsche ici, et on a introduit le permis, bien sûr, pour le garage Porsche, et il faut savoir que le garage Porsche, il y a une rue qui arrive et qui est en cul-de-sac, donc ça ne va pas plus loin. Et le bourgmestre de l'époque, le prédécesseur de Julien, m'a dit, écoute Henri, tu vas quand même faire des pistes cyclables. Je regarde. Je dis, est-ce que c'est des gens qui achètent une Porsche, qui vont et qui viennent à vélo, ou c'est des gens qui ont déposé leur Porsche à l'entretien, qui sortent à vélo? Ils n'y vont pas plus. Merci. Merci, Henri. Et je pense que j'apprécie beaucoup. Ça s'inscrit de ce côté ingénieur, entrepreneur, commerçant, parce que vous remarquez que malgré, et on va le voir maintenant avec Philippe et le développement de ceci, l'ampleur de ceci, c'est quand même Henri qui, quand il y a une fuite, inondation, c'est lui qu'on appelle et c'est lui qui se déplace sur le chantier. Je voudrais quand même... Je savais qu'il n'y avait pas Philippe, c'est... Vas-y. Voilà. Alors, en fait, en 2019, le 7 février 2019... C'était la transition qu'on devait faire. Mais oui, voilà. Après, ça sera Philippe qui va... Il s'est passé quelque chose le 7 février 2019. Donc, le 7 février 2019, on a créé ce qu'on appelle un FIS, un Fonds immobilier d'investissement spécialisé. J'ai l'habitude de dire que mon fils est né le 7 février 2019. Alors, qu'est-ce que c'est le FIS? En fait, c'est un nouveau type de société que l'État belge a créé pour promouvoir le développement de l'immobilier. Bon, un des gros avantages, c'est qu'il ne paye pas d'impôts. Là, tout le monde comprend effectivement l'intérêt. Mais il fallait pour cela, je dirais, passer toute une série de choses, et notamment que la gestion de ce FIS soit faite par ce qu'on appelle une société reconnue AIFM. AIFM, c'est un sigle européen,
Et on s'est adressé tout naturellement à la société Tribeca, avec qui on travaillait déjà depuis longtemps, Philippe Radens et son patron. Cette société, ben, on était en contact depuis 2004, 2006, oui, ensemble, et on travaillait régulièrement ensemble. Donc, ils connaissaient très bien l'Axis Park. Et Philippe a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que il a fait en sorte que sa société devienne AIFM. Et c'était quelque chose de compliqué parce qu'il fallait que les gens étudient d'une part, passent un certain concours, soit obtiennent l'agrément de la FSMA. Il a fait tout ça et d'ailleurs, il est le seul en Belgique à être, je crois, un privé qui a ce type de société et tu ne le regrettes pas. Henri, tu restes avec nous. Oui. Surtout, tu ne te lèves pas. Je crois que tu ne te rappelles pas, mais il y a 15 ans, je suis venu visiter le site à ses tout débuts avec Claude Cagliotti, qui m'avait, au moment où j'allais développer ma salle d'événements à Uccle, qui m'a dit, mais tu sais, nous, on a un projet. Je me dis, comme toi, mon Saint-Hubert, c'est ça où? Les Cagliotti sont des amis proches. Je me dis, je ne vais pas lui dire non, je vais aller visiter son truc à Mont-Saint-Hubert. Et là, j'ai ouvert les yeux parce que je me suis dit, effectivement, Bruxelles est enclavée. Bruxelles ne fait pas d'efforts et ce que vous avez réalisé ici est exceptionnel. Merci de l'avoir fait et surtout merci de continuer. Mesdames et messieurs, on va accueillir maintenant le CEO de Tribeca, de l'Axis Park, Philippe Poil-Ravens. Tu as un parcours dans le real estate, tu as commencé chez AG, chez BNP, Cushman. Tu as fait tes études à Cynthia Beckmans, tu as été à l'Université d'Anvers et tu as des masters de la London School of Economics et de Stanford. Oui, mais peut-être il y a encore une chose que là tu ne cites pas, c'est que je donne aussi des cours, la KU Leuven, concernant justement quelques topos au niveau d'immobilier. Et donc je donne un cours des bureaux. Quand même un thème intéressant aujourd'hui parce qu'en fait c'est quoi le futur des bureaux, hein? On a eu tous la crise Covid. Eh ben, on voit aux États-Unis, les Google et tout ça qui on peut licencier des gens. Et donc, on devrait quand même se réinventer. Et je pense que l'Axis Park, pour moi, ça reste quand même un projet phare pour quand même expliquer aux jeunes comment on pourrait quand même créer un endroit de travail pour le long terme. Et j'ai aussi des cours au niveau de fund management, qui est plutôt donc lié à ce qu'Henri vient d'évoquer là. Donc, le fait de donner cours aux jeunes te permet de rester extrêmement connecté au monde d'aujourd'hui, comme Henri, qui a toujours eu ses bureaux ici, qui était proche de ses locataires, était toujours au contact de ses locataires, il comprend ce qui se passe. Pour toi, ça, en fait, c'est un troisième billet. Tu vois ce que les jeunes de demain vont vouloir, tu peux déjà anticiper dans des projets comme ici. Tout à fait, parce que franchement, c'est quand même un défi pour nous tous, parce que vers où est-ce qu'on va? Ben, on a bien compris qu'en effet, à Bruxelles, on a quand même cliqué ceci, parce qu'on ne travaille pas ensemble. C'est déjà le début du tout. Donc Henri, en effet, il a créé en fait toute l'idée sur l'Axis Park, tout le trajet, même si nous, on a repris, voilà, mais disons début février 2019, on a continué à travailler ensemble. Et donc c'est de là où vient la force de faire les choses ensemble. Et je pense aussi les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent juste un but dans la vie. Juste aller travailler n'importe où, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de là justement les événements qu'on fait, ce n'est pas innocent. En fait, on pense que les jeunes travailleurs, ils cherchent à nouveau un endroit où ils se sentent à l'aise, ils se sentent respectés, ils font partie d'une communauté. Et je pense que c'est fondamental. On l'a découvert à San Francisco, donc à Silicon Valley et autres. Par contre, là, je pense qu'ils ont poussé trop loin. Et là, je pense qu'on a quand même une voie à une échelle européenne, ici à l'Axis Park. C'est peut-être un nouveau schéma qu'on pourrait développer partout en Europe, parce que ça reste très, très humain. Donc, on va tellement de sujets à aborder, on va essayer de rester dans l'ordre. On va commencer par, on va rester dans l'actualité ESG. Vous avez sur votre site internet un onglet ESG. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le E. Oui, le E, c'est en fait, c'est environment, donc c'est l'environnement. En fait, là, on parle surtout de la production d'énergie dans des immeubles, et c'est fondamental. Mais, il y a un grand mais. En fait, l'immobilier est toujours vu dans le passé comme, voilà, on construit quelque chose. En fait, le dernier immeuble, c'est toujours le meilleur, avec des certificats énergétiques, mais ce n'est que le début. En fait,
ici, Henri, à nouveau, il a conçu des immeubles qui sont très, très, très flexibles. Et on continue chaque année à investir dans les immeubles. Aujourd'hui, je pense qu'on est le parc avec les panneaux photovoltaïques. En fait, je pense qu'on est toujours le deuxième parc en Wallonie, après Paradise. Ouais, disons que donc ça veut dire, quand même dire quelque chose. Donc, les immeubles datent de 2003, 2006 et autres. Par contre, on continue à investir dans les actifs. Donc, au niveau de une gestion très, très active et proactive, ça va vraiment... C'est très très important parce que je ne veux pas chaque fois faire du bashing sur Bruxelles, mais comme on n'a pas entretenu la ville pendant 50 ans, aujourd'hui elle est immobilisée parce qu'on doit faire les tunnels. Toutes les grandes tours de l'Arc de Louise doivent maintenant être complètement refaites de A à Z. Il faudrait presque mieux les raser et reconstruire parce qu'on n'a rien investi pendant 50 ans. Donc ici, à l'Axis Park, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on réinvestit, on modernise, on se met aux normes, et ça c'est très important. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a un point qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce fait, c'est que le carbone, le CO2, en fait, dans la construction d'immeubles, c'est déjà 50% de la production de CO2. Donc, si on peut réaménager, continuer des actifs qui sont déjà là, c'est vraiment un atout. Et ça, c'est de loin plus compliqué de le faire à Bruxelles. Vraiment, là, on est vraiment dans vraiment un carcan très, très limité. Et ici, justement, à l'Axis Park, grâce à la conception tout au début, là, on peut continuer à adapter les immeubles aux besoins des acteurs d'aujourd'hui et dans le futur. Donc, en fait, on est quand même très clair, des projets comme Axis Park ne sont pas réalisables dans des grandes villes, hein, à moins de faire un Axis Park dans le bois de la Cambre. Enfin, comme il n'y a plus d'accès aux voitures, ça va être délicat. Mais donc voilà, ça c'est quand même... Voilà, c'est la chance, c'est de partir d'une feuille blanche, d'un champ de maïs, et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut parce qu'on a la liberté et on a l'espace. Tout à fait, mais il y a aussi quand même un point important qu'on ignore, c'est que la localisation d'un actif reste quand même fondamentale. Dans le passé, c'était surtout en fait les gares et tout ça, ça reste quand même un point important. Par contre, ici, en fait, on est tout proche, tout près de la production des assets d'aujourd'hui. Et c'est quoi? Ce sont les êtres humains. On est tout proche de l'université. Et en fait, on est dans le knowledge economy. Donc, en fait, tous les gens, ils ont besoin d'engager des gens, les entraîner à chaque fois. Pas juste ils sortent de l'UNIF et c'est tout. Non, ils doivent continuellement être éduqués avec des masters supplémentaires. Et donc, on est ici tout proche. C'est de là, justement, que Silicon Valley, c'est tout proche de Stanford et Berkeley. C'est de là où est venue, justement, cette concentration de sociétés qui ont quand même un succès fou. Mais je pense que nous, on a quand même peut-être une voie à l'échelle européenne qui est beaucoup plus humaine que ce qu'on a constaté aux États-Unis. L'université, Henri, était importante pour la proximité de l'Axis Park? Oui, tout à fait, parce que l'université est un pôle d'attraction très, très important. Et je dirais que, en fait, on s'est mis tout près de l'université, on profite du fait que ce pôle d'attraction et qu'on peut avoir des personnes assez facilement qui sortent de l'université. Mais heureusement, on a refusé d'être dans le parc scientifique, parce que le parc scientifique a des règles excessivement strictes, hein, qu'ils imposent, je dirais, à tous leurs locataires, et notamment dans la recherche fondamentale, etc. Et n'étant pas dans le parc scientifique, c'est comme ça qu'on accueille, je dirais, d'autres locataires. C'est comme ça que Porsche est venu chez nous. C'est une très bonne nouvelle, c'est le sponsor principal de B19. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs. On est au S de ESG. Oui. C'est en fait tout ce qui est en fait l'aspect social. Et franchement, si on regarde autour de nous, c'est quoi en fait un vrai problème fondamental à notre société? C'est en fait le bien-être. Okay. En fait, moi, je vois l'immeuble de bureau, c'est en fait quasi le carouage pour l'âme de l'individu. Maintenant, c'est peut-être un peu exagéré. C'est ça, on a un poète. Un poète. Donc voilà, je reprends la poétique. Non, mais c'est très très important parce que justement, ces gens viennent ici. Et quand on discute avec les sociétés, même au niveau international, en fait, l'employee journey est fondamental pour eux. Et c'est quoi en fait? Ils disent, en fait, nous, on a besoin des talents. Non seulement ils doivent vouloir venir sur place. Et donc ici, vous avez un endroit qui est magnifique pour les jeunes parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je pense que vous connaissez tous mes collègues et tout ça. Henri il a commencé avec tout ça, mais maintenant avec les histoires de Moonshine, avec Charles Capraz aussi qui fait beaucoup d'événements, le Hall Bar,
plein d'autres initiatives qui se font, le BISF, Alliance, comment non. C'est très, très, très important. C'est pas innocent, c'est juste parce qu'on trouve que c'est rigolo. Mais en fait, les jeunes sentent qu'ils sont écoutés. Et en fait, je pense que c'est aussi une protection contre le burn-out. Je ne dis pas que c'est la solution, mais en fait, travailler ensemble, mais aussi s'amuser ensemble, partager des moments ensemble, je pense que c'est le début de peut-être un nouvel ère un peu plus humain. On est heureux de venir travailler ici, et c'est là où le côté humain est très très important. Je disais, Henri, qui vit ici, Charles et ses équipes, Charles Cabrasier, sont aussi tous les jours ici. Donc, on sait qu'on a un pilier, on a quelqu'un qui va nous écouter, on n'est pas dans une usine et on n'est pas un numéro quand on est à l'Axis Park. Je ne suis pas actionnaire, mais je fais bien la promotion. J'aurais dû l'être. Le G de ESG, governance. Ouais. Ah. Donc, en fait, les deux premiers points sont quand même un peu plus soft. Là, le G, en fait, on parle quand même d'un grand actif. Donc, ça ne sert à rien de faire le petit malin, de faire quelques petites initiatives si on ne joue pas dans le NBA. Ici, on parle vraiment d'un fonds d'investissement qui peut accueillir des fonds de pension qui viennent du Canada, aux États-Unis, parce que les règles du jeu, c'est nickel chrome. Okay? Pour nous, pour notre équipe, mes collègues ici, c'est un peu fastidieux parce qu'on a des polices, des procédures dans tous les sens, mais on ne peut pas y échapper. Moi, je trouve que si on voudrait gérer un actif, ben, il faut faire comme les tout grands. Et donc là, oui, en effet, au niveau des polices et les procédures, parfois c'est un peu lent, mais je pense que c'est pour le bien-être de tout le monde, parce qu'en fait, tout a été bien documenté. Ce fonds d'investissement, il représente combien? Bah, au niveau capital, oui. Bah, aujourd'hui, on parle aux alentours de 135 millions d'euros comme évaluation des actifs. Donc c'est pas rien. Et avec le futur, peut-être ça pourrait aller jusqu'à 200. Et tu parles de NBA, donc oui, on compare ça à l'NBA. En fait, vous êtes une équipe de province en termes d'ambiance qu'il gère comme une équipe de NBA. Vous êtes un club local avec une bonne ambiance et qui gère comme une équipe de NBA. Tout à fait. Là, il faut juste trouver le juste milieu entre avoir le respect pour le côté humain, mais quand même avoir une gestion professionnelle. Parce que justement, les banquiers qui veulent nous soutenir dans ces opérations-là ne sont pas des rigolos. Il faut justement avoir tous les certificats qui sont faits. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, en fait, le fait qu'on ait du NBA, donc l'AIFM, ça nous donne justement les moyens pour intervenir au niveau sociable dans le parc. Alors, on va aborder encore un autre sujet, c'est le life science. Philippe, avec qui j'ai discuté pour préparer cette conférence, un type formidable parce que c'est un amoureux de la Belgique. Il est convaincu qu'on doit être beaucoup plus unis et il est fier de ce qu'on est. Et je parlais de life science et tu me faisais remarquer que vous êtes très impliqué là-dedans et que la Belgique est très impliquée dans life science. Et on occupe une place en Europe dont on ne parle pas beaucoup et dont on n'est pas assez fier. Oui, tout à fait. Donc, la petite parenthèse, c'est que notre pays, on a beaucoup à être fiers. Donc, et franchement, on râle tout le temps, mais franchement, aller aux Pays-Bas, en France, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas terriblement bien là non plus. En fait, au Life Science, même Alexandre De Croo, même aujourd'hui, encore j'étais à un événement où il a stipulé le fait que la Belgique a vraiment une place au niveau européen, même dans le monde entier, super, super important. Je vous donne juste un chiffre. Donc, au niveau de M&A, donc les transactions qui se font, des corporates qui se font racheter, dans la Belgique, en moyenne, il y a 5 milliards qui se transactent dans le life science. Et le pays numéro 1 en Europe, c'est l'Allemagne, et c'est 8 milliards. Je peux vous dire que la Belgique est quand même un petit peu moins grand que l'Allemagne. Et donc, franchement, on a quand même intérêt à être un petit peu plus fiers de notre pays et connaître tous ces trucs. Et donc, oublions de faire le petit malin entre la Flandre, Bruxelles, Wallonie. Je pense que vraiment, la Belgique, on a vraiment une force qu'on doit vraiment jouer dans ces cartes, on doit les jouer. Parce que franchement, il y a plein de sociétés qui viennent en Belgique, comme Pfizer. 80% des vaccins Covid, tu disais, sont réalisés en Belgique, si pas en Brabant. Ça, numéro 1. Il y a Pfizer. Pfizer vient encore d'investir 1,3 milliard en Belgique. Il y a Janssen Pharmaceutica, qui est devenu Johnson Johnson. Partout en Belgique, on a des sites méga, et en fait, ça contribue au bien-être.
ça donne de l'emploi, et c'est de l'emploi qui est quand même intéressant. C'est quand même c'est pas juste du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment plus appuyer là-dessus. Hein, en effet. Donc il faut être fier de nous. Et tu parlais donc des frontières entre les provinces, mais clairement des frontières entre pays européens. Et tu parlais de cette expression que je ne connaissais pas, la blue banana. Qui sait ce que c'est que la blue banana? Il y en a deux, ça va. Oui, mais eux n'ont pas le choix. Je me sens quand même pas aussi con que ça, quand même. Toi, tu sais ce que c'est que la blue banana? Parfait. Viens nous l'expliquer. Non, non, alors, parle-nous de la blue banana, parce que, en fait, voilà. Non, je pense que, en effet, c'est une région européenne qui commence plus ou moins à Londres, qui traverse la Belgique, les Pays-Bas, Luxembourg, Ruhrgebiet, en Allemagne, la Suisse, jusqu'en Italie. Et en fait, qu'est-ce qu'on a constaté dans cette région-là? En fait, c'est une expression qui date des années 70. C'est un Français, d'ailleurs, qui l'a évoqué, que c'est vraiment l'endroit où, en fait, les peuples germanophoniques et francophones ont toujours fait du trading. Hein, donc, ils ont vraiment fait du commerce. Et en fait, cette bande en Europe, c'est là où se trouve toujours aujourd'hui la population la plus dense, la population la plus éduquée, les universités les meilleures en Europe. Et c'est là où se trouvent les sociétés de life science toujours. Et donc, ce qu'on a comme problème en Belgique, mais un peu partout en Europe, c'est qu'on est myope. On ne regarde pas tous nos atouts. En fait, si moi je compare avec Tokyo, je prends Tokyo et je le mets sur la carte européenne, eh ben, c'est plus ou moins la même taille. Il y a 110 millions d'habitants qui habitent dans ce strip en Europe. Et on ne le voit pas parce qu'on pense dans nos petites villes, nos petites villes, nos petits pays, nos petits trucs et tout ça. Et donc là, je pense qu'on doit être un peu plus ouvert d'esprit. On doit ouvrir nos esprits et ouvrir nos frontières. Pas au propre, mais ouvrir, on s'est bien compris. En deux mots, aujourd'hui, on l'a dit, 72 000 mètres carrés, 200 entreprises, 3 000 emplois, 5 hectares de parc, quand même, une forêt primaire, une crèche, des restaurants, du coworking, enfin, le projet Access Park est fantastique. Toi, Henri, tu es fier et surtout heureux de voir qui le prend en main maintenant. Tu te sens soulagé? Oui, même plus que soulagé, parce que je dirais que le fait que toute cette équipe ait repris l'intégralité de l'Axis Park en gestion, eh bien, c'est un coup de fouet qui a été donné et une complémentarité. Et je dois dire que je m'entends relativement bien avec toute l'équipe, on discute souvent, etc. Mais je sens vraiment une volonté chez eux de progresser, de faire que les choses aillent de mieux en mieux, quoi. Eh bien, donc en résumé, Philippe et Nathalie vont gérer l'Axis Park et le BS9 et nous, on va faire l'animation et faire des blagues. On va faire ça très bien. Avant de passer aux questions du public, qu'est-ce qui va se passer dans les 365 jours, dans les 5 ans, dans les 10 ans, ici à l'Axis Park? Est-ce que ça va continuer à grandir? On parle d'arriver à 90 000 mètres carrés, mais je ne peux pas croire, vu l'homme que tu es, ce que tu représentes, ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que vous avez sur le long terme ici? Pourquoi est-ce qu'il faut rester ici? Je dois renouveler mon bail bientôt, les savoir. Moi, je pense que aujourd'hui, on a des services, on a des sociétés, on a des laboratoires, on a des clean rooms. Et c'est vrai que je pense qu'à court terme, avoir plus de laboratoires et avoir des sociétés de life science, ça c'est vraiment très très important parce que en fait, il y a vraiment besoin. Il y a plus de demandes pour des laboratoires que d'offres. Donc ça, c'est clairement le fait. Par contre, à long terme, je ne veux pas me focaliser sur une niche parce que là, je pense on sera de nouveau myope. Je pense que pour moi, c'est un campus d'innovation. Et en fait, le prochain truc qui va se passer ici dans la région, ben, ça va se faire ici à l'Axis Park. Et on doit être prêt pour accueillir des nouvelles idées. Est-ce que c'est dans la finance? Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans autre chose? Je pense qu'ici à l'Axis Park, on est équipé pour accueillir chaque fois la nouveauté qui a du sens. Henri, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais en tête il y a 20 ans, que tu regrettes qu'il n'y ait pas aujourd'hui dans l'Axis Park? Pas vraiment, non. Je crois que
l'idée de faire énormément, je dirais, de services et de contacts interentreprises, et comme tu as souligné, il y en a une centaine qui se font ici à l'Axis Park. Non, c'est quelque chose qu'on a généré dès le départ et je crois que ça se passe bien. Non, je n'ai pas vraiment de regrets. Ah bah, c'est très bien. Félicite. Philippe, à très court terme, quelle est la prochaine innovation? Qu'est-ce qui va arriver de nouveau dans l'Axis Park? Ou c'est top secret? Ou on attend les élections? Non, mais peut-être un point que je trouve qui est très marrant, c'est peut-être ça a l'air accessoire, mais je pense que c'est un truc important, c'est un yurt. C'est une sorte de tente qu'on va installer. On en parlait déjà depuis longtemps, on en a permis et autre chose. Je pense peut-être qu'on commencerait déjà fin de cette année-ci. Mais de nouveau, ça va donner l'image de l'Axis Park. À chaque fois, on essaie autre chose. Ça serait un endroit dans lequel, sans doute, on va faire des cours de yoga, pilates, autre chose. On pourrait louer pour faire des séminaires. Mais à nouveau, on passe juste à travers l'immeuble classique, juste des 4 murs. Donc, à nouveau, on aura autre chose à l'Axis Park. Et ça serait déjà le cas en janvier 2024. Pour terminer, je voudrais aussi dire que vous avez une chance quand même, c'est, on va dire, la famille Breuer. Julien, le bourgmestre qu'on a reçu ici l'année passée, qui est appelé le bourgmestre entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que gérer une société. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je critique beaucoup de politique, mais je suis un grand amoureux des politiques communales. Parce que je trouve que la plus belle politique, c'est la seule où on peut vraiment encore faire des choses et faire bouger les choses. Ça aussi, c'est important de pouvoir travailler en symbiose avec le politique. Ah, attends, ça va répondre. Oui, et je dois dire que dès le départ, j'ai eu un contact avec son papa Jean-François, qui était un contact assez extraordinaire. On est vraiment devenus des amis. Et c'était plus qu'un contact de travail. Hein. On se comprenait et il y avait, je dirais, un intérêt mutuel. Lui, bien sûr, voyait pour ça comme un développement parce qu'il y a un return qui se fait. Et de notre côté, je voyais les facilités qu'il nous accordait pour essayer justement que les choses aillent de façon plus directe, des permis, etc. Et je remercie voilà, encore toute la commune qui continue à nous soutenir. D'ailleurs, je voudrais remercier et mes associés et tous ceux qui ont collaboré dans ce projet que je remercie vivement. Alors, je rassure, l'Axis Park a 20 ans. Je serai là pour les 40 ans de l'Axis Park. Je reconnais que l'année prochaine, on va développer un énorme axe entre Charleroi et Namur, et cela n'aurait pas été possible si B19 ne s'était pas implanté ici. Je ne le dirai jamais assez. Merci, Charles Capras, parce que tout le monde m'a pris de haut il y a 4-5 ans à Bruxelles quand j'ai voulu m'installer ici. Regardez la salle aujourd'hui. Moi, je suis aussi très content. Donc, on va rester locataire. Hein. C'est bien. Mais voilà, avant de passer au question publique, très sincèrement, je pense qu'entre l'ingénieur entrepreneur qui a eu l'idée, qui l'a réalisée, et la nouvelle génération qui va mener ce projet, dans les années à venir, on peut les applaudir très très fort.